Trois sujets au menu. Le 6e mouvement de grève des enseignants s'achève aujourd'hui dans une ambiance délétère. Les sorties des ministres Bawara et Tchakpele, loin de dissuader le corps enseignant, les braquent davantage. Les séries de délestage refont surface. Même les nuits sont de plus en plus perturbées dans les ménages. Quelle gestion de la sûreté pour sortir de cette situation? Participation du Togo à la CAN 2013. Des révélations embarrassantes sur les comptes circulent dans la presse. Invité, Pasteur Edo Komi, il est le président du mouvement Martin Luther King, et Ildefonse Akpaki, directeur du site La Gazette du Togo. Les spécialistes numéro 50 du 16 décembre 2016, bienvenue. Qui mieux pour vous accompagner qu'une pyramide? 105.5 FM, la radio. Pasteur Edo, Ildefonse Akpaki, bonsoir et merci d'être là. Bonsoir. Oui, bonsoir Honoré. Voilà, notre troisième invité, Dieudonné Kodorakina, empêché en la dernière minute, n'a pu finalement faire le déplacement. On va démarrer cette émission avec la grève des enseignants. Le gouvernement durcit le ton. Mais qu'à cela tienne, pour la 6e fois en 2 mois, une nouvelle grève de 72 heures s'est achevée aujourd'hui. Pasteur Edo Komi, vous, en tant que parent d'élèves, comment est-ce que vous vivez cette situation? Oui, je crois que c'est de trop pour une durée de 2 mois et surtout au début d'une année académique, d'une année scolaire. Je crois que c'est trop là. Ça fait combien de fois? 6 fois? 6 fois en 2 mois. 6 fois en 2 mois, c'est un record. Un record tristement, un record qui est triste, hein, donc tristement battu cette fois-ci. Mais j'assume que l'éducation au Togo est finalement malade. La maladie est désormais consommée. Et là, il va falloir que tous les acteurs, d'abord le gouvernement, les enseignants, et puis même les parents d'élèves, pourquoi pas les élèves, puisque les élèves font partie intégrante aujourd'hui de ces mouvements. Parce qu'on les voit chaque jour, à chaque fois qu'il y a de grève, on les voit dans les rues. Et cela, je pense que cela n'aura pas notre pays, et ce n'est pas quelque chose il faut rapidement arrêter cette hémorragie, parce que moi, en tant que parent, ça fait mal. C'est vrai que je pourrais dire mes enfants ne sont pas dans les écoles officielles. Mes 3 enfants ne sont pas dans les écoles officielles, mais quand même que c'est pour la nation, hein, la cause nationale oblige. Je vois que aujourd'hui et surtout pour cette semaine, c'est de trop. Il va falloir très rapidement que, comme je le disais, les acteurs puissent rapidement se prononcer sur ce sujet et arrêter pour que l'année prochaine, c'est-à-dire l'année prochaine, en 2017, que nous connaissions plus ces mouvements de débrayage. Sinon, là, l'éducation est en train de prendre de l'eau. Et on dit souvent, tant vaut l'école, tant vaut la nation. Donc, si cette assertion est vérifiée, elle est normale, je crois quand même que ce qui est aujourd'hui, c'est que c'est de trop. Tous les acteurs doivent se parler. Il faut le dialogue. Il ne faut pas refuser, fermer la porte au dialogue. Il faut négocier, il faut dialoguer. Sinon, les sorties des ministres pour ne pas dialoguer avec les centrales syndicales qui l'estiment, qui ne reconnaissent pas, ben vous ne reconnaissez pas les gens, mais les gens font de bruit et mobilisent. On va revenir tout à l'heure sur la déclaration des ministres. Merci. Et Ildefonse Akpaki, Pasteur Edo parlait tout à l'heure de ces enfants qui sont dans les privés, mais aujourd'hui les privés aussi ne sont pas épargnés. On va les déloger. Je voudrais, à l'entame de cette émission, me poser la question de savoir si nous sommes en face d'un gouvernement responsable. C'est la grande question qu'il faut se poser. Parce que ce cycle de 2 points, élèves sortis dans les rues, brandissant des bâtons, des feuilles de branchage, faisant sortir des élèves tant du public que du privé pour manifester dans la rue. Je voudrais savoir si ce cycle-là est un cycle qui doit être répétitif à tous les ans,
en face d'un gouvernement qui se dit responsable, s'il est responsable, je l'ai toujours martelé, un gouvernement responsable, c'est ce gouvernement-là qui s'est anticipé sur les crises. Pasteur Edo a parlé tout à l'heure d'une assertion qui dit « Tant vaut la nation ». Tant vaut l'école, tant vaut la nation. Tant vaut l'école, tant vaut la nation. Tant vaut la nation. C'est l'une de ces assertions qu'on a l'habitude de nous servir. Que ceux qui dirigent le Togo ont l'habitude de servir au peuple togolais. Mais en face de cette assertion-là, on se pose la question de savoir si ceux qui ont l'habitude d'utiliser cette assertion comprennent le sens, la quintessence même de cela. Mais au-delà de ça, je me rappelle feu le général Yadema qui disait « Aucun sacrifice n'est trop grand lorsqu'il s'agit de la jeunesse ». Alors, si je fais un tour dans le passé et que je me rends compte aujourd'hui que ceux qui ont servi le Père, c'est eux qui servent encore le Fils, et que on a fait juste une transposition du RPT à UNIR, qu'est-ce que ça vaut encore aujourd'hui, ce proverbe qui est si cher à feu le général et Yadema? Aucun sacrifice n'est trop grand lorsqu'il s'agit de la jeunesse. Voilà la jeunesse togolaise qui est abandonnée, sacrifiée sur l'autel des projets, des avis et des intentions insensées. Je dis bien insensées parce que le poumon du développement de toute une nation, c'est la jeunesse. Et quand on se rend compte aujourd'hui que la jeunesse togolaise est majoritaire, quand nous prenons la population togolaise, on se pose la question de savoir aujourd'hui qu'est-ce que le gouvernement togolais fait pour mettre à l'aise cette jeunesse qui se cherche. Qu'est-ce que le gouvernement fait? Parce que moi, je me rends compte aujourd'hui que l'éducation est la base de tout développement d'un État, et renchéri par l'article 35 de la loi fondamentale togolaise qui fait obligation au gouvernement togolais d'organiser et de garantir les conditions de travail, sinon d'assurer l'éducation due à tout apprenant togolais. Le gouvernement togolais a démissionné, au fait. Pasteur Edo, les ministres Chakbele et Bawara, vous faites allusion tout à l'heure à leur sortie à la TVT mercredi. Ils estiment que les revendications ont été déjà satisfaites. Bon, vous les avez suivis également, Pasteur Edo. Quel commentaire faites-vous de cette sortie-là, les deux ministres? Non, je crois que même s'il faut reconnaître qu'une partie des revendications a été satisfaite, je ne crois pas que pour parler aux enseignants qui sont nos formateurs, qui sont tous nos formateurs, qui ont formé les ministres Bawara et les ministres Chakbele. Même si aujourd'hui ils enseignent, mais ils sont des ministres, ils ont été enseignés. Donc pour nous, tout enseignant, pour moi, je dois du respect à tout enseignant. Tous ceux qui sont dans le métier d'enseignant, que ce soit dans le public comme dans le privé, je les respecte. Parce que je me rappelle de comment les enseignants se sont donnés pour que moi aussi je puisse savoir lire, je puisse savoir écrire, je puisse savoir parler le français aujourd'hui. Ce n'est pas facile. Comment transformer des têtes qui sont tellement, je ne dis qui sont des têtes fêlées, des têtes qui n'avaient rien. Hein, le fait de faire des efforts pour les remplir, je crois que les enseignants méritent du respect, quoi qu'il en soit. Donc pour leur parler, d'abord, il faut tenir compte de ça. Pour leur parler, il faut les respecter. Maintenant, ça, c'est la forme. Le fond, c'est les revendications. Je ne suis pas en train de voir les enseignants revendiquer des choses qui ont été déjà satisfaites. Si tel est le cas,
il faut organiser une rencontre entre ces ministres-là et les enseignants-là devant le même plateau de la TVT, hein, pour que, quatre sur table, les ministres démontrent que voilà, c'est ce que nous avons fait. Il parle des enseignants auxiliaires, que c'est déjà réglé, dès janvier, il n'y aura plus ces enseignants. Dès janvier, c'est dans le futur. Est-ce que c'est dans le futur? Dès janvier passé ou bien janvier venir? Non, il faut être sérieux. Je crois que je disais à un ministre hier que cette manière de parler aux enseignants ne va qu'activer le feu, ne va que mettre de feu aux poutres. Et ce n'est pas normal. Les enseignants, c'est des gens, c'est des creusets de savoir. Et je ne suis pas en train de voir ces enseignants-là revendiquer des choses pour lesquelles... Ils parlent de primes de logement, primes de salissure. Pour le ministre, c'est presque réglé. Et c'est presque réglé. Mais, et donc, ce qui veut dire que les enseignants ne se comprennent plus. Les enseignants ne peuvent plus savoir ce qui a été déjà fait. Et même si tel est le cas. Et c'est comme ça, il faut menacer les gens, il faut intimider les gens. Nous ne sommes plus à cette étape-là. Nous ne sommes plus à l'aide d'intimidation. Nous ne sommes plus à l'aide de menaces. J'estime que si les deux ministres estiment que tout est fait, alors ils ont raison. S'ils ont raison, donc ils n'ont qu'à aller. Celui qui a raison ne s'affole pas. Moi, j'ai senti quand même de l'affolement. Ils sont affolés. Dans leurs propos, on sent qu'ils ne sont pas stables. Mais ce n'est pas normal. Donc, moi je dis, ce qui est à craindre, c'est qu'on habitue. Quand on habitue les enfants, ces petits-là, à la rue, qu'est-ce que demain sera fait? Si vous les habituez aujourd'hui, ils savent déjà ce que la rue. Et moi, c'est ça qui fait mal. Et c'est ça qui m'effraie. Donc, les ministres ont raté leur sortie. Et au sortir des revendications de l'Assemblée, l'AG de ces syndicats-là, c'est aujourd'hui, mais c'est leur assemblée. On va voir ce qui va se passer. Moi, je demande à ces ministres-là d'aller posément, si tout est déjà fait, de leur prouver sur papier et de leur prouver au peuple togolais que voilà ce que nous avons fait, ce que nous allons faire. Et je crois que ça va confirmer leur raison s'ils en ont. Mais je ne suis pas en train de voir les cas syndicats-là revendiquer des choses qu'ils ont déjà eu. Et des fois, s'agissant bien sûr des syndicats, le ministre Bawara trouve que ce sont des syndicats illégaux qui en principe ne devraient pas organiser ces manifestations. Je vais être beaucoup plus sévère et critique à l'endroit de ces deux ministres pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que nous avons en face de nous des gens qui se disent autorités mais qui ne sont rien. Qui sont des autorités, c'est les ministres du gouvernement. Lorsque des gens qui se prétendent être des ministres, qui prônent le civisme, se mettent à dire, à qualifier les autres d'individus, groupe de gens qui n'agissent que dans l'illégalité, et d'autres expressions que j'ai eu le temps de noter dans les propos de ceux-là même que vous appelez ministres ou autorités. Ils sont des ministres du gouvernement. Je trouve que c'est extrêmement grave. Parce que, au-delà même de ce qu'ils sont des adeptes de ce que j'ai qualifié de civisme, c'est des gens qui ne font pas preuve de civisme eux-mêmes. C'est des fossoyeurs de la morale. Parce que le ministre Bawara, soit-il ministre, dans le passé, a qualifié des acteurs politiques respectables de badauds. Et c'est depuis ce moment que je me suis rendu compte que c'est un abonné au vulgaire. Je le dis. Et dans le cas d'espèce, en face des enseignants, je trouve que le ministre Bawara a été mal poli. Je pèse très bien mes mots et cela m'engage. Mal poli parce que... On va plutôt commenter ce qu'il a dit. Non, mal poli, oui, j'en viens. Mal poli parce que vous ne pouvez pas, pour une fois ou deux fois, en tant qu'autorité, parce que c'est lui qui dit qu'il est autorité, vous avez reçu ces gens-là une fois, deux fois, et vous trouvez au finish que c'est un groupe d'individus. Est-ce que vous êtes raisonnable vous-même? Est-ce que vous êtes conséquent envers vous-même? Si vous êtes effectivement
une autorité, si vous gérez les hommes, c'est la grande question que je me suis posée quand j'ai vu ces deux messieurs qui s'agitaient, comme l'a dit tout à l'heure. Lui, le pasteur a parlé d'affolement. Moi, je parle d'agitation. Ils s'agitent parce qu'ils sont dans le faux. Ils sont dans le faux parce que vous ne pouvez pas les reconnaître et discuter avec eux et vous rendre compte après que c'est des gens qui ne sont pas légalement constitués. Vous parlez d'une autorité qui n'a pas su que ceux qu'ils veulent rencontrer ne sont pas légalement constitués. Vous les avez reçus une fois, deux fois, et à la troisième fois, vous vous rendez compte qu'ils font partie d'un mouvement illégal. La même tactique, le même jeu, ce système où cette stratégie de dilatoire et de fuite en avant a été mise en branle avec la STT. On avait engagé les discussions avec la STT à l'époque, et chemin faisant, le gouvernement a brandi ce fallacieux et honteux motif de ce que ce n'est pas une centrale syndicale. Ça a été toujours la stratégie de ces messieurs qui prennent le Togo tout comme si le Togo était leur propriété privée qu'ils doivent gérer comme bon leur semble. J'en viens maintenant au propos du ministre Tchakbele, parce que je viens de dire quelque chose concernant le ministre Bawara que j'ai taxé d'abonné au vulgaire, parce que lui, il est toujours dans le vulgaire. Le ministre Tchakbele, universitaire de son état, j'ai pris le temps de souligner que quelque part il disait, et vous allez voir qu'il a un problème avec la langue de Molière. Je cite, aujourd'hui, nous nous posons des questions à savoir que se cache réellement devant ces mouvements. C'est pas devant, c'est derrière. Qu'est-ce qui se passe derrière? Fin de citation. Plus loin, je cite le ministre Tchakbele, puisqu'il a parlé d'agitation, il a parlé d'affolement. Moi, je parle d'agitation. Affolement, oui, parce que un universitaire ne peut pas s'adonner à ce genre de langage. Un universitaire, non. Je cite, pour beaucoup d'entre ces problèmes, des solutions ont été déjà trouvées, et pour d'autres, ces solutions sont en cours de solutionnement. Point de citation. C'est quel genre de français pour un ministre? Je suis désolé. Et Delphonse, ce sont des propositions qu'il est en train de faire. C'est dans le parler peut-être. En marchant sur la langue de Molière. C'est quel exemple qu'il est en train de donner encore au monde éducatif dont il est l'un des responsables. Ça, c'est comme ça on veut créer, c'est comme ça on veut bâtir une nation. Pasteur Edo, il y a un concours qui est lancé, un concours pour recruter 1000 enseignants. Dans la foulée de tout ce qui se passe, il y a certains qui estiment que c'est un projet de la Banque mondiale. Pour d'autres, c'est juste pour pouvoir licencier les grévistes. Une politique. C'est quand même important quand même de recruter une politique d'Autriche. Je qualifie ça. 1000 enseignants. Et le concours de février dernier, les résultats sont où? Les résultats sont où? On a fait un concours. La fois dernière, nous avions demandé au ministre, d'abord écrit au ministre pour le demander, mais où on en est où pour ce concours? Les gens s'impatientent, les candidats s'impatientent. On n'a pas encore fini. On veut lancer un autre concours. Mais je crois que là, on ne peut pas accepter ça. Non, sincèrement, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais on regarde des concours. Vous voyez que les gens, vous pensez que les gens peuvent postuler encore parce qu'il y a des concours, des résultats ne sont jamais sortis. On ne connaît jamais les gens ne vont pas parce que là, pour aller au concours, quand même, il faut préparer le dossier. Il faut s'inscrire, n'est-ce pas? Il faut payer des frais d'inscription. Mais qui va faire en sorte? Non, je crois quand même que là, je crois que quand on est en face d'une situation, il faut trouver une solution. Et s'il s'agit réellement de remplacer les enseignants grévistes, donc les autres là vont travailler sans salaire. Bon, jusque-là, ce ne sont que des supputations. C'était le cas. Le concours est lancé officiellement. Les autres là, officiellement, quand ils seront admis, ils vont entreprendre, ils vont reprendre l'affaire. Ils vont être engagés sans salaire et ils ne vont pas demander, ils ne vont pas poser les mêmes revendications que leurs prédécesseurs. Mais il ne faut pas créer des problèmes pour pouvoir résoudre des problèmes. On crée encore d'autres problèmes et ça devient un tas. Une montagne de problèmes qu'on ne peut pas régler.
Bon, moi, je disais même à ce ministre hier que le chef de l'État, c'est lui qui est comptable. Je disais au ministre, je dis, mais le chef de l'État est comptable. Il faut que le chef de l'État, lui, il faut qu'il parle avec ces gens. Comme il a dit tout à l'heure, c'est ce qu'on avait dit de la STT. Centrale syndicale des travailleurs. On a dit que non, c'est illégal, qu'ils ne sont pas légalement constitués. Mais pourtant, cette centrale syndicale drainait et pouvait continuer par drainer les foules. Quand vous avez en face des gens qui drainent des foules, qu'ils soient légalement ou bien illégalement constitués, il faut discuter avec eux. Ça, c'est la politique. Je crois que Ayadema savait faire les choses. Ayadema savait faire les choses parce que dès qu'un groupe se constitue, lui n'a même pas besoin de savoir si ils ont été enregistrés au ministère de la Justice territoriale ou pas. Lui reçoit, il discute en même temps. Lui n'a pas besoin de savoir, vous avez récépissé, vous êtes légalement constitué. Non. Parce qu'il s'est anticipé sur les choses. Et c'est ça gouverner. Gouverner, c'est prévoir. Bon, donc, je crois, ce concours qui est lancé, au fait, ça me fait froid au dos. Ce n'est pas un événement. Et je ne crois pas que ça peut aussi réjouir le cœur des chômeurs, de ceux qui chôment. Ça ne servait pas à grand-chose. Parce qu'ils savent que là, c'est des effets d'annonce. Ça, c'est des effets d'annonce qui ne servent pas à grand-chose. Il pense le problème de pénurie d'enseignants, on évoque ça régulièrement. Peut-être que c'est le début de solution. Je voudrais, avant de réagir par rapport à la question, tirer quelques enseignements de l'argumentaire du pasteur quand il disait il y a des gens qui savaient faire les choses. Oui. Parce que quand ça grouillait, il y a des moments, feu le général, il y a des moments cherchait à rencontrer au moins les têtes de pont de tous ceux qui manifestaient. Bientôt 12 ans que M. Frona Singbe est à la tête de l'État togolais. Ça grouille de partout. Jamais il n'a cherché à rencontrer. Est-ce que vous vous rendez compte que depuis que cette histoire des enseignants a commencé, combien de fois vous avez suivi sur les ondes nationales une rencontre du chef de l'État avec des grévistes? Vous l'avez une fois suivi? Dites-moi. Vous l'avez une fois suivi? Il fait quand même des déclarations en fin d'année. Non. Non, je ne suis même pas d'accord avec M. Frona Singbe. Parce que la loi fondamentale togolaise fait obligation à M. Frona Singbe de se prononcer non seulement une seule fois par an, mais c'est 2 fois, à fin d'année et à la veille de la fête de l'indépendance. Oui, de se prononcer, ce qu'il a l'habitude de faire. Mais la même loi lui fait obligation de présenter l'état de la nation devant les députés. Si M. Frona Singbe se prêtait à ce jeu, vous savez que ceux qui ont reçu pour mandat le contrôle de l'action gouvernementale diront au chef de l'État, nous avons appris de vos ministres qu'il y a tel problème, étant donné que vous qui êtes le premier responsable, le premier Togolais, vous êtes devant nous, qu'est-ce que vous pensez de ce genre de problème? Vous n'allez pas me dire que ce que nous avons l'habitude de remarquer avec les sorties des élèves par rapport aux grèves lancées par les enseignants, qui débouchent aujourd'hui sur des incongruités que lancent les ministres de M. Frona Singbe, puisque c'est lui qui les nomme. Et ce concours dont vous parlez, vous pensez que c'est sérieux ça? Que nous avons affaire à des gens qui revendiquent leurs droits. Et vous trouvez aujourd'hui que pour solutionner cela, il faut les renvoyer et les faire remplacer par d'autres. Officiellement, rien n'a été dit à propos. Il n'y a qu'un concours qui a été lancé. Il n'y a rien. Il n'y a pas de fumée sans feu. Nous sommes Togolais et nous sommes beaucoup plus imprégnés dans la politique togolaise. Et nous comprenons que quand ça arrive comme ça, c'est parce qu'ils ont derrière leur tête quelque chose. Aujourd'hui, ils ne sont pas arrivés à mettre la main sur ces mouvements-là. Moi, quand j'ai appris que des forces de l'ordre seront positionnées devant les établissements scolaires, ça m'a fait rire. Je me suis dit, vous voulez créer encore des cylindres et des outils, parce que lorsqu'ils seront débordés, ces forces de défense ou bien ces forces de sécurité, ils vont tirer. Et je suis sûr, et je le dis, parmi les forces de sécurité et les forces de défense togolaises, pas tout le monde, il y a des gens qui ont la gâchette facile.
la gâchette facile, qui peuvent même tirer sur ces gens-là. La preuve, c'est que aujourd'hui, ceux qui ont été à l'origine de l'assassinat de Ansel Silandare et de Douti, nous ne savons pas quel sort leur a été réservé. Le ministre Yak avait dit que ils avaient été jugés à Kara. Vous savez que j'ai été toujours sceptique au propos de Ils ont été Yak. jugés aux assises de la Cour suprême de Kara. Non, ce n'est pas ça. Oui. Aux assises, Oui, à Kara. vous avez assisté? Vous avez envoyé C'est un- l'autre ministre qui a dit. C'est l'autre ministre. Le ministre n'est pas Dieu, à ce que je sache. Voilà. Parce Je- que dans moi, je ce ne peux pays, que rappeler. non, Je ne peux que rappeler. je vous rappelle que le même ministre pour Et les Yak éléments. Dangan, Non, oui. d'ailleurs, je dis, moi, Ildefonse, je dis que je suis très sceptique au propos de M. Yark, parce que dans ce pays, lorsqu'il était question des événements de Mango, où on a tiré à bout portant sur des gens, j'ai entendu le ministre dire aux députés que c'est des tirs de sommation qui sont partis de là-haut. Non mais écoutez, défendre, ça dit qu'il est en train Voilà, il a dit. Moi, je rappelle tout simplement ce qu'il a dit. Pasteur Edo. il a défié les lois, les lois de la synergie. Pasteur Edo, comment est-ce qu'on peut expliquer aujourd'hui le silence des organisations de la société civile et surtout des parents d'élèves face à tout ce qui se passe depuis là? Non, comment on plus peut de dire- 2 mois. Comment on peut dire le silence? Ouais. Écoutez, nous on est là, on en parle tous les jours. On en parle tous les jours. On rencontre même, on discute même à huis clos avec les syndicats des. Mais on n'a pas, oui, on ne va pas les effets. Les syndicats des enseignants pour voir ce qui est le fait. Et nous avons juste. Là, vous parlez de MMLK. Oui, bien sûr. Oui. Donc il y a d'autres actions quand même il y a d'autres mouvements de la société civile quand même qui en parlent, qui en parlent. Je crois que tout le monde, tous les Togolais, aujourd'hui l'actualité, ce qui préoccupe tous les Togolais aujourd'hui, c'est le cas de c'est la crise, c'est la crise scolaire, c'est la crise dans l'éducation, c'est ça, dans tous les ménages, un peu partout, c'est ça, parce que c'est un mouvement qu'on voit tous les jours, la rue, les élèves qui rentrent dans les écoles privées pour déloger les autres. Donc c'est ça l'événement, il n'y a pas autre que ça. Donc tout le monde en parle. Bon, donc ce qui fait mal, c'est que comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un cycle répétitif. Chaque année, seulement peut-être l'année dernière, on n'en a pas connu trop de crises. Il y a eu accalmie. Il y a eu accalmie, mais cette année déjà, le record est battu. Le record est battu. Et tout ce qu'on peut demander, c'est que les autorités togolaises, moi ce sont les autorités togolaises, par rapport à mon ami Ildefonse, c'est des autorités togolaises. C'est eux qui disent. Ce sont les autorités togolaises. Donc tout ce qu'on peut demander aux autorités togolaises, et notamment au chef de l'État, c'est que pour cette fois-ci, parce que on est en train de franchir le Rubicon. Là, avec ce qui se passe là, on est en train de franchir le Rubicon, il va falloir que le chef de l'État, et c'est ce que nous lui demandons très humblement, de recevoir ces centrales syndicales. Ça n'empêche rien. Ça ne lui ôte rien. Plutôt, ça va augmenter sa cote. Il a discuté avec les syndicats, il a dit voilà ce qu'on peut faire, ce que vous demandez, voilà ce que nous pouvons faire. Et voilà comment ça va, les échéances selon lesquelles ces choses peuvent être, ces revendications peuvent être satisfaites. Je crois quand même que c'est ça la force des dirigeants. Et c'est ça notre souhait. On n'a plus besoin d'autres commentaires sur le sujet parce que ça fait mal chaque jour. C'est ça qu'on nous sait. Et je crois que cette fois-ci, il va falloir quand même que nos dirigeants changent un peu de fusil d'épaule autrement. Ildefonse, vous avez aussi l'impression que les organisations de la société civile en font assez, ainsi que les parents, dans cette situation de grève répétitive? Sur ce point, je ne serais pas d'accord avec Pasteur. Je ne suis pas d'accord. Moi, j'ai même crié ce midi. J'ai dit, mais moi, je ne peux pas être parent d'élève et que chaque fois que je verrai mon fils dans les rues en train de réclamer son droit à l'éducation, me taire. Les parents d'élèves, il faut le dire, je le dis avec tout l'amour qu'il faut, ont démissionné. Les parents d'élèves doivent prendre leurs responsabilités. Moi, je dirais même plus, accompagner leurs enfants dans la rue. Parce que c'est une obligation pour l'État togolais. La loi fondamentale togolaise est claire. C'est l'État qui garantit l'éducation. Mais si l'État démissionne,
Mais, cher Honoré, je suis de ceux qui ont dit que le Togo n'était pas habilité à organiser un sommet sur la sécurité maritime. Pendant tout le temps qu'on nous dit que l'économie togolaise est en veilleuse. On a sorti aujourd'hui plus de 20 et quelques milliards du budget national, du budget public. Alors que les revendications des enseignants atteignent juste 2 milliards. Mais on est aujourd'hui scandalisé d'entendre que pendant qu'il y a des problèmes sociaux auxquels il faut trouver des solutions, qu'on a préféré acheter des hélicoptères qui sont aujourd'hui des hélicoptères fantômes, comme je l'ai dit la dernière fois ici. 2 milliards contre 20 milliards. J'ai dit que certaines personnes veulent plaire à l'international. Et on a tout fait pour gaspiller l'argent du pays. On nous parle de l'économie bleue. Oui, mais comment? L'économie bleue, ceux qui doivent en bénéficier, il faut qu'ils soient à même, qu'ils soient sains. La solution. Vous vous rendez compte que on a des... Quelle solution? Les gens n'ont pas leur tête à solutionner les problèmes sociaux togolais, c'est tout. Ils veulent faire une place à l'international. Vous et moi, on crie ici. Mais qu'est-ce que ça donne? Mais la grande question, c'est de se poser c'est de se dire, nous le disons, est-ce que ça rentre dans les oreilles de ceux-là même qui sont auteurs de cette situation? Parce que c'est une situation qui a été bien créée, puisque c'est un cycle répétitif. Cher Honoré, est-ce que vous vous rendez compte que ceux qui se disent adeptes du contrat social avec ce peuple-là ont vraiment ou aiment vraiment ce peuple? S'ils aiment ce peuple, tout sera fait à l'interne avant de chercher à plaire à l'international. Voilà, tant qu'on ne le fait pas, c'est qu'on n'aime pas son peuple. Voilà, moi, je le dis. Vous gardez le micro, un phénomène, on va le dire comme ça, le phénomène de délaissage un peu, on constate, il y a de retour depuis quelques semaines et de façon accrue, malgré les changements opérés à la tête de la compagnie énergie électrique du Togo. La distribution jusque-là n'est pas vraiment bien assurée. Quoi? Vous pensez que c'est un changement à la tête qui pose problème? C'est la gestion. Quand on change, peut-être c'est pour améliorer. Non, mais c'est la gestion. Posez-vous la question de savoir, toutes ces sociétés d'État qui ont fait faillite, qui ont mis la clé sous le paillasson, ont été mises dans cette situation à cause de quoi? Mauvaise gérance, mauvaise gouvernance. Et ça continue. Et puisqu'on a l'habitude de mettre, ou bien de gérer le pays d'une façon, ça dit que le concept c'est le clientélisme. Ce n'est pas toi, mais puisque j'ai des ramifications avec toi, il faut te mettre là-bas. Toutes ces sociétés d'État qui ont fait faillite, est-ce que les audits ont été faits pour situer les responsabilités, monsieur Honoré? Est-ce que toutes ces sociétés d'État qui ont fait faillite ont été l'objet d'audits pour que le peuple sache aujourd'hui que voilà ce qui a contribué à la fermeture de telle société? Je me rappelle qu'en 2013, on nous a signalé que la CET avait un déficit de 42 milliards. Et pourtant, toutes les dépenses ont été budgétisées. Le ministre Ayassor, à l'époque, avait dit que c'est parce qu'il y avait les préfectures et patati et patata qui ne payaient pas. Alors que les dépenses de tout cela ont été budgétisées. Le même ministre qui était le super ministre parmi tous les ministres de M. Faure Gnassingbé a fait vent de tout ce qu'il faut et était à l'origine de beaucoup de scandales financiers. Qu'est-ce qu'on a trouvé à lui dire? Aux dernières nouvelles, il est nommé conseiller de ce même chef d'État. Peut-être il y a encore d'autres solutions proposées. Pasteur Rido, comment est-ce que vous vivez ce phénomène de délestage qui revient régulièrement ces derniers temps? Non, le problème de l'électricité au Togo, surtout à la tête de la CET, ce n'est pas question de... Ce n'est pas problème d'homme.
mais c'est le problème de gestion. La gouvernance. Sinon, on a beau changer la tête de la CET, on a beau même changer la tête par un Français, c'est-à-dire celui qui est le directeur général de la Société d'énergie en France. Il va venir ici, il va rien. Ce n'est pas parce que ceux qui sont à la tête ne sont pas capables, mais c'est parce qu'ils ne gèrent pas bien. La gestion à la CET est catastrophique, avec des déficits qu'on nous brandit tout, chaque fois. Pourtant, ça fait que des fois même les matériaux, comment faire de nouvelles provisions pour équiper la société, c'est vraiment difficile. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui on tend vers, je crois que c'est vrai si officiellement on ne nous a pas dit de délestage, mais là, dans quelques instants, dans quelques minutes, la lumière est ôtée et ils le remettent dans un instant à l'autre. Pourtant, aujourd'hui, quand vous prenez les ODD justement, l'énergie occupe une grande place, même jusque dans les hameaux, jusque dans les fermes. Et c'est ça les recommandations de l'ONU aujourd'hui, que toute la terre, que toute la terre, qu'il y ait de l'électricité, qu'il y ait de l'énergie, parce qu'avec l'énergie, on peut faire beaucoup de choses. Mais notre pays, le Togo pourrait s'autosuffire en électricité. Ce petit pays, on pourrait s'autosuffire. Mais est-ce qu'on pense à cela? Est-ce qu'il y a ces prévisions pour améliorer non seulement la qualité, mais la fourniture, étendre la fourniture vers d'autres horizons, d'autres contrées de ce pays? Mais c'est ça le problème qui se pose. Je voudrais ajouter que quand ce problème de délestage a repris il y a quelques années, 2 ou 3 années, les gens ont opté pour contrôle global. Et aujourd'hui, on se rend compte que cette histoire de contrôle global, c'est ça qui est encore budgétivore. On a tellement dépensé des milliards que contrôle global est là. Mais nous connaissons encore le même problème. Voilà, le mardi 6 décembre, la CET était devant la commission des finances de l'Assemblée nationale. Elle a présenté son rapport qui a été rejeté tout simplement parce que les chiffres sont douteux. Parce que peut-être c'est un pas vers une solution, parce que ça a commencé. Parce que les chiffres sont douteux. Vous trouvez que la CET, qui est une société d'État, qui est au service de tout un peuple, doute dans les chiffres. C'est comme les chiffres de Tafatabi. Ce sont les députés qui doutent des chiffres, qui rejettent le rapport. Oui, non, c'est comme l'exercice auquel s'est prêté Tafatabi en donnant les résultats de la présidentielle, en disant que on me fait signaler qu'il y a des erreurs là. Bien, ça juste c'est une parenthèse. Vous vous rendez compte que c'est une société d'État et qui sait très bien qu'elle doit se présenter devant les députés. Alors, il faut bien organiser les choses. Quand la gestion est saine, c'est comme Boileau le dit, tout ce qui se conçoit bien, c'est non clairement, et les mots pour le dire viennent aisément. Mais quand vous mentez, les gens vont dire que vous êtes en train de mentir. Et les gens découvriront que c'est un jeu que vous êtes en train de faire. Mais, aujourd'hui, il est clair que lorsque la CET a contrasté un déficit de 42 milliards, les pas qu'il faut poser n'avaient pas été posés. Le DG qui a été sauté, c'est à l'insu des députés. Et pourtant, jusqu'aujourd'hui, on se rend compte. Quel a été l'audit qui a été fait? Qu'est-ce qu'on a présenté au peuple? Mais qu'est-ce que vous voulez que les députés disent lorsque peut-être le directeur général dit que c'est 2 milliards et que peut-être c'est le comptable qui vient dire que c'est 3 milliards? Vous voulez qu'on croie? Est-ce que vous vous rendez compte aussi que ça fait quelques années que la CET ne contribue plus au budget national? L'argent part. Et pourtant, on soumet toujours les populations au paiement. L'argent là, ça va où? Pasteur Edo, de façon beaucoup plus concrète, devant les députés, il est dit que la masse salariale est bien claire, les chiffres sont avancés, mais on ne connaît pas le nombre du personnel, on ne connaît pas le nombre d'agents.
inadmissible pour une société d'État. On ne connaît pas le nombre de personnel. Une société d'État. Société d'État. Mais écoutez, mais ça fait très mal. Chers amis, est-ce que vous pouvez comprendre cela? Ce qui veut dire qu'il y a des fonctionnaires, fictifs. Non, mais c'est le clientélisme. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Comment ça se fait le recrutement à la CET? Est-ce qu'il n'y a pas un cabinet de recrutement? Un cabinet de ressources humaines? Et comment on ne peut pas quantifier le nombre de personnel? Ben, je crois quand même que là, on manque de mots. Moi, personnellement, je manque de mots. Même celle qui est illettrée et qui fait de foufou bas quelque part, il sait combien de personnes elle engage. Et cela, on ne peut pas dire au XXIe siècle. Au XXIe siècle, que la société, on ne connaît pas le nombre de personnel. Allez-y voir et allez-y comprendre. Voilà, on va parler. Il faut se placer justement. Non, je voulais juste lui rappeler que le Togo a toujours fonctionné comme ça. Voilà, donc c'est pas une surprise. C'est vraiment malheureux. C'est une surprise. C'est des surprises qui deviennent aujourd'hui... je ne sais pas comment... Des règles. Oui, mais des surprises qu'on a érigées en système de gouvernement en telle enseigne qu'on se pose la question de savoir... Quand je parlais tout à l'heure d'autorité, vous m'avez dit, mais c'est des gens qui se disent autorités. Ils sont des autorités. Ah, c'est des autorités qui fonctionnent comme ça, qui prennent la chose publique comme étant la chose privée. Parce que on ne peut même pas imaginer que dans une société d'État, qu'on nous dise qu'on ne connaît pas le nombre d'employés. C'est malheureux. Ils vont aller chercher. Comme le rapport a été rejeté, peut-être le revenir. Ils vont aller chercher un jour. Ils vont aller chercher et revenir sur les députés, c'est sûrement. Avant le 27 décembre. C'est la bonne gouvernance. Voilà, on va terminer cette émission par la participation du Togo à la CAN 2013. Parce que vous avez tenu à ce qu'on nous rende compte. Le rapport n'est pas sorti, mais depuis cette semaine, la presse est tombée sur un de ces rapports révélés. On a vu quand même des révélations un peu partout. Sur les dépenses prévisionnelles de 1,929 milliard, à l'arrivée, on s'est retrouvé avec 2,739 milliard, soit plus de 142% des imprévus finalement pour cette compétition. Au moins, à partir de là, vous avez une idée sur comment ça s'est passé? Oui, non, on avait déjà une idée. On savait déjà, avec tout le flou qui entourait, avec le refus catégorique de publier ce rapport depuis 2013, on savait quand même que de l'eau avait coulé sous le pont. Sous le pont, beaucoup d'eau avait coulé sous le pont. Aujourd'hui, les faits nous donnent raison, puisque c'est une habitude. C'est une habitude qu'on refuse de dire la vérité au peuple togolais, qu'on refuse de faire le compte public au peuple togolais. Moi, je me rappelle juste lors de l'atelier sur la décentralisation, dans les coulisses, j'ai eu à discuter quand même avec quelqu'un qui n'est pas trop loin des comptes. Qui n'est pas trop loin des comptes. Quand même qui gouvernait à l'époque, qui était à la tête du gouvernement à l'époque. J'ai discuté avec lui sur le sujet pendant de très bonnes minutes. Et je dis que vraiment, que je ne peux pas dire, quand même il m'a dit des choses, et quand je vois le rapport, ce qu'il m'a dit exactement, ça confirmait. Mais peut-être seulement qu'il n'avait pas, il me semble qu'il n'avait pas. Et c'est ça qui fait que les chefs du gouvernement au Togo sont seulement des... Que dirais-je? Quel mot tu me prêtes? Quel mot tu me prêtes pour les qualifier? C'est ça le problème. Il y a des ministres qui sont super plus forts que le chef du gouvernement. Enfin, c'est ce que, dans mes discussions, c'est ce que j'ai pu sentir. Ce qui fait que lui, il était incapable de rendre compte. Et aujourd'hui, les faits sont là.
l'argent là est passé où? Qu'est-ce qu'on va en faire? Et maintenant le Togo qui se qualifie, qui est qualifié pour la CAN 2017. Et voilà, le rapport vient au moment où on ne peut plus demander aux Togolais de contribuer. Au moment où on ne peut plus demander aux Togolais de contribuer. Il défonce d'autres détails dans ce rapport. Il apparaît également que il y a eu trop de surcharge de plus de 180 personnes de surplus, on va dire comme ça. Par rapport à la délégation, on ajoute également que pour n'avoir pas utilisé les chèques, c'est-à-dire la libération main à main, on s'est retrouvé avec 263 millions qui sont perdus comme ça en l'air parce que on ne peut plus les avoir sur les chiffres. Autant de révélations qui font croire finalement, pour ajouter encore, puisqu'on n'intervenait pas le temps, les ajouts également en banque ont coûté plus de 230 millions. Donc à la fin, ce ne sont que des séries de scandales à répétition dans ce rapport. Et le Togo en est un modèle de scandale qui reste sans être impuni. C'est-à-dire qu'on a fait, le Togo est devenu le lit de l'impunité et tout le monde s'adonne à ces genres de jeux malsains et immondes. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, permets-moi de faire un petit rapprochement sur le dernier cambriolage qu'il y a eu au secrétariat du gouvernement. Ce cambriolage qui a l'allure d'effacement de preuves, parce que nous ne serons jamais surpris lorsqu'on nous dira demain que le cambriolage qui a eu lieu là, tout le dossier de la CAN est parti aussi. Est parti. Et moi, ce qui me fait froid dans le dos, c'est que ni la présidence, ni la primature, et même le secrétariat n'a fait de communiqué pour mettre au parfum l'opinion nationale. Est-ce que vous avez entendu? C'est juste les journaux qui ont alerté l'opinion de ce que, voilà, il y a eu un cambriolage, et des journalistes qui ont eu le courage de mener des investigations, qui se sont approchés même des premiers responsables, qui ont témoigné effectivement, mais l'institution même n'a pas pu communiquer sur un cambriolage qui touche quoi? Un secrétariat d'un gouvernement d'une république. On est dans quelle république alors? De voyous ou bien de gangsters? C'est la question qu'il faut se poser. Maintenant, lorsque j'ai entendu Monsieur Atem Aoumé Zounou, le jour où il passait le témoin à Monsieur Klassou Selom, il disait quelque chose comme ceci concernant les fonds même de la CAN. Je le cite. Notamment cette histoire de la CAN dont on parle, je ne savais pas du tout que c'était un problème dont les gens faisaient tous les jours des choux gras. J'ai compris ça un peu tard, mais vous découvrez que le premier ministre que je suis, d'abord par nature, par éducation, par culture et par inclinaison, n'a même pas vu un franc passer. Mais il a tout fait pour que des gens gèrent avec le plus grand respect du bien public ces fonds. Vous le découvrirez. Fin de citation. Et pourtant, il est le chef de gouvernement. Et de surcroît, le président de cette commission-là, qui a eu à gérer ces fonds. Vous voyez comment le pays est géré? Vous le croyez, lui? Jusqu'à preuve du contraire, si les journaux disent que même parti de la primature, il a demandé que le ministre Ayassor sorte ce rapport-là que les journalistes ont investigué pour mettre sur la place publique et que ça n'a jamais été fait, je peux le croire. J'ai jamais été d'accord avec M. Atem Aoumé Zounou sur des points par le passé, mais sur ce point-là, je me dis entre guillemets qu'il est un peu sincère. Oui, je peux le dire aujourd'hui, qu'il a été sincère. Et que le problème aujourd'hui, c'est M. Faure Gnassingbé. Parce que dans mes investigations, j'ai appris qu'une correspondance lui a été envoyée pour que ce rapport-là soit publié, pour qu'on sache les tenants et les aboutissants de cette gaffe qui a été commise en 2013. Ça n'a jamais été fait. Voilà pourquoi aujourd'hui, je tiens aussi pour responsable M. Faure Gnassingbé pour la gestion calamiteuse de ces fonds de la CAN.
Parce que il y a eu également un problème d'avion qu'on a affrété, on a payé, mais bon, on n'a jamais vu les fonds. Les fonds sont partis, l'avion n'est jamais venu, on a dû affréter encore notre avion pour pouvoir faire venir la délégation. Vous vous rappelez? Je me rappelle. On avait déjà payé l'avion. Oui, l'argent est resté, on ne l'a pas retrouvé jusque-là. L'argent est resté, tu crois? On ne l'a pas retrouvé. Ça fait 77 175 000 francs. On ne l'a pas retrouvé. Ce Béninois qui vit en Afrique du Sud. Hervé Toukoui. Hervé C'est lui qui est venu dépanner les Togolais. Alors, quand les 77 millions sont envoyés... Bon, quand on décide de mettre les choses dans les ténèbres, ben on ne peut que connaître. On ne peut que connaître ces désagréments. Mais quand vous décidez de faire fonctionner les choses dans les ténèbres, ben vous ne pouvez que vivre ces désagréments. Et c'est gaffe que ce scandale dans la caverne d'Ali Baba qu'on nous présente, ouais. Dans la caverne d'Ali Baba. Non, je crois quand même que c'est fait aujourd'hui. On est désormais fixé sur ce rapport, comme tout Togolais le savait. Je crois que ça ne vient que confirmer ce que tous les Togolais savaient déjà. Mais peut-être on était à la recherche des chiffres, la précision dans les chiffres. Voilà. Et ces précisions-là, on les a. Mais c'est dommage que c'est la presse qui vient finalement publier le rapport, le compte que devait faire le gouvernement. C'est ce que j'ai dit. Maintenant, comment ça va se faire? Reste au gouvernement de confirmer ou d'infirmer ce qui est sorti. Mais il serait très difficile. La presse est dans son rôle. La presse est dans son rôle. Et c'est l'occasion. Félicitations. C'est l'occasion aux confrères. Voilà, c'est ce que j'ai voulu dire. Et la presse, depuis un certain moment, est en train de jouer un très grand rôle. Partant de Panama Papers, jusqu'à beaucoup de choses, les trucs intoxiques, les tilapia gay, tout ça là. Je crois que félicitations à la presse togolaise, elle fait un très bon boulot. Merci beaucoup, chers invités. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On espère vous retrouver le vendredi prochain si tout va bien. Passeur les deux communes du mouvement Martin Luther King et Ildefonse Akpaki, directeur du site La Gazette du Togo. Notre troisième invité, comme je le disais, Dieudonné Kourakina, n'a pu faire le déplacement, empêché à la dernière minute. Cette émission, elle s'achève ainsi. Elle a été mise en onde par Romaric Freitas. Moi, je vous retrouve lundi à partir de 16h. Bon week-end chez vous.